On ne choisit jamais le moment où sa vie bascule. Il n'y a pas de préavis, pas de signe avant-coureur. Parfois, cela arrive un mardi ordinaire, au milieu d'un tas de factures, sous la lumière crue et impersonnelle d'un néon de bureau. C'est un moment si banal qu'on ne le remarque même pas, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour revenir en arrière. J'étais en train de trier mes comptes, les chiffres dansant une gigue macabre devant mes yeux fatigués, lorsque des coups secs et délibérés résonnèrent contre la porte vitrée de mon bureau. Ce n'était pas le tapotement pressé d'un collègue, mais quelque chose de plus formel, de plus lourd de sens. En levant les yeux, je vis la silhouette imposante de Dominique Reyes. Impeccable dans son costume, sur mesure d'un gris anthracite qui devait coûter plus que mon loyer annuel. Il se tenait là, bras croisés, le visage aussi impénétrable qu'une forteresse. Marisol, puis-je vous voir dans mon bureau, s'il vous plaît? Sa voix, toujours calme et maîtrisée, traversa le verre sans effort. Mon estomac se contracta violemment. Ce n'était jamais bon signe d'être convoqué ainsi. J'acquiesçai d'un signe de tête, la gorge soudainement sèche, sauvegardai ma feuille de calcul d'un clic fébrile et le suivis à travers l'open space silencieux. Chaque pas derrière lui me semblait résonner dans le silence pesant. Il referma lentement la porte de son bureau derrière moi, un geste délibéré qui semblait sceller la pièce du reste du monde. Les stores vénitiens étaient déjà baissés, plongeant la pièce dans une pénombre intime et inquiétante. L'air était saturé de l'odeur de son eau de Cologne, un parfum boisé et coûteux, mêlé à l'arôme net du papier neuf. Il ne s'assit pas tout de suite, préférant rester près de la large fenêtre qui donnait sur la ville. Une main dans la poche de son pantalon, l'autre traçant distraitement le rebord comme pour ordonner ses pensées. Le silence s'étira, lourd et tendu. Je restai debout, au milieu de la pièce, me sentant petite et vulnérable. « J'ai une proposition d'affaires à vous faire, » dit-il enfin, sa voix brisant le silence. Je clignai des yeux, confuse. Une proposition d'affaires? À moi? J'étais comptable, pas une cadre supérieure. Pardon? Il se tourna enfin vers moi, et son regard, d'un brun profond et intense, me cloua sur place. Je suis dans ce milieu depuis assez longtemps, Marisol, pour savoir que l'apparence est primordiale, pour les investisseurs, pour les concurrents, et surtout pour le conseil d'administration. Ils veulent de voir la stabilité, une famille, un foyer, l'image parfaite d'un homme qui a tout réussi et qui maîtrise chaque aspect de sa vie. Je ne bougeais pas, mon cœur commençant à battre une cadence affolée. Je ne voyais absolument pas où il voulait en venir. « Je veux que vous deveniez ma femme, » lâcha-t-il, avec une clarté si brutale et si inattendue qu'il me fallut un instant pour que les mots atteignent mon cerveau et y trouvent un sens. Quoi? Le mot m'échappa, un souffle rauque. Sur le papier, bien sûr, précisa-t-il avec une pointe d'impatience, comme si j'étais lente à comprendre l'évidence. Pour une durée de 2 ans, nous signerions un contrat juridique des plus stricts. Seul mon avocat et nous 3 serions au courant. Vous, moi et votre fils, Matteo. Le nom de mon fils dans sa bouche me fit l'effet d'un coup de poing. Il marqua une pause, me laissant absorber le choc monumental de sa proposition. Vous joueriez le rôle de ma famille. Vous m'accompagneriez à des événements sociaux, souririez pour les photographes, donneriez l'illusion d'une unité familiale heureuse. En échange, il fit un pas vers son bureau et posa les mains sur le bois précieux. Je vous rémunérerai généreusement. Assez pour assurer votre avenir et celui de votre fils pour les années à venir, plus que vous ne pourriez l'imaginer. Je le dévisageai, persuadé qu'il avait perdu la raison. C'est absurde, c'est de la folie. Il hocha la tête sans la moindre trace d'émotion. Ce n'est pas une offre conventionnelle, je vous l'accorde. Mais c'est une opportunité, une solution mutuellement bénéfique. Vous êtes une femme intelligente, travailleuse, discrète et d'une beauté naturelle. Personne ne doutera de nous. Vous êtes crédible. Ma voix n'était qu'un murmure tremblant. Pourquoi moi? Il y a des centaines de femmes qui... Un rictus presque imperceptible étira ses lèvres, mais ce n'était pas un sourire. C'était autre chose, de plus cynique. Parce que vous n'êtes pas comme les autres femmes, Marisol. Vous êtes pragmatique.
et vous ne posez pas les questions dont vous connaissez déjà la réponse. Cette dernière phrase me glaça le sang. Il savait, il connaissait ma situation précaire, ma lutte quotidienne. J'étais une cible facile. Mes jambes menaçaient de céder sous mon poids. J'étais partagée entre une humiliation profonde et une terreur viscérale. Dominique, imperturbable, se dirigea vers la porte et l'ouvrit, me tenant le passage. Il me faudra votre réponse pour demain matin. Je sortis de son bureau comme une somnambule, les oreilles bourdonnantes. La porte se referma derrière moi avec un claquement sec et final qui scella mon trouble et marqua le début de la plus longue nuit de ma vie. Le poids du passé et l'ombre du présent. Cette nuit-là, le sommeil me fuyait. Chaque fois que je fermais les yeux, le visage de Dominique Reyes s'imposait, ces mots résonnant en boucle dans mon esprit. Je veux que vous deveniez ma femme. Pas par amour, pas par désir, mais pour l'image, comme un accessoire de luxe. Étrangement, je n'étais pas en colère. La colère est un luxe pour ceux qui ont encore de l'énergie à dépenser. J'étais juste lasse. Une fatigue existentielle, profonde, qui s'était installée dans mes os depuis des années. Lasse de me battre, de compter chaque centime, de prétendre que la vie m'avait un jour offert de véritables choix. Allongé dans le silence de mon petit appartement, seulement ponctué par le bourdonnement du babyphone transmettant la respiration douce et régulière de Matteo, mon esprit dériva vers le passé. Vers un autre homme, une autre promesse, une autre vie qui aurait pu être. Dylan Brooks, mon premier et unique amour. Il avait ce charme solaire, ce sourire facile et ses cheveux décolorés par le soleil qui me faisaient fondre. J'avais 19 ans. J'étais encore une enfant pleine de rêves. Il en avait 24 et il était une tempête d'insouciance. Je revis le moment où je lui ai annoncé ma grossesse. Nous étions dans notre minuscule cuisine et son fameux sourire s'était évanoui, remplacé par un masque de panique. Ses premiers mots ne furent ni « tu es sûr ?» ni « on va trouver une solution ensemble », mais un cinglant, accusateur. « Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas ?» Pour me piéger. J'avais essayé de lui expliquer, une pilule oubliée, une seule fois. Mais il n'écoutait pas. Il n'entendait que la fin de sa liberté. Je l'avais supplié, assez stupide et désespérée pour croire que l'amour pouvait tout arranger. On pourrait fonder une famille, Dylan. On pourrait s'en sortir. Il avait ri, un rire cruel, dédaigneux, qui brisa quelque chose en moi pour toujours. On peine à payer le loyer, Marisol. Tu crois vraiment qu'on peut élever un gamin ? Puis il avait sorti son portefeuille, jeté 200 $ en billets froissés sur le comptoir et dit cette phrase qui me hante encore. « Occupe-t'en, c'est ton problème. » Avant de tourner les talons et de disparaître de ma vie. J'ai caché ma grossesse pendant près de 3 mois, emmitouflée dans des vêtements amples et des mensonges. Jusqu'à ce soir où l'odeur du poisson frit que préparait mon père ne me trahisse. J'ai couru aux toilettes, et quand j'en suis sortie, livide, il m'attendait, son regard plein d'une inquiétude qui me fit craquer. Je me suis effondrée dans ses bras en sanglotant. Il ne m'a pas grondée. Il m'a juste serré fort contre sa poitrine large et rassurante, sa main rude caressant maladroitement mon dos. « Ne t'excuse pas, Midja, avait-il murmuré dans mes cheveux. Tu n'es pas seule, on va trouver une solution. Il a été le premier, le seul, à me faire croire que je pouvais survivre. Ma mère, Rosa, fut moins tendre en apparence. Elle pleurait en cachette dans la buanderie, mais me traitait d'idiote et d'imprudente en face. Pourtant, c'est elle qui s'assurait que je mangeais, à ma faim, qui me préparait des tisanes et qui me caressait le dos quand les nausées me réveillaient la nuit. C'était sa version de l'amour, discrète, pleine de reproches, mais féroce et indéfectible. Matteo est né un mercredi après-midi de fin octobre. Mon père avait manqué son service pour être à mes côtés. Lorsque l'infirmière a placé ce petit être chaud et bruyant dans mes bras, je l'ai vu, pour la première et dernière fois de ma vie, pleurer. Des larmes silencieuses qui roulaient sur ses joues burinées. 3 mois plus tard, une crise cardiaque au travail l'emportait. Le silence qui s'est installé dans notre vie après l'appel des urgences fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Après ça, tout fut un brouillard de survie. Les factures qui s'accumulaient, ma mère qui vendait ses bijoux en cachette,
Le travail que j'ai dû reprendre bien trop tôt, le poids de chaque couche, de chaque biberon, rendu 1000 fois plus lourd par l'absence des mains de mon père, pour maintenir notre monde en place. Et maintenant, Dominique Reyes, un homme que je connaissais à peine, m'offrait de l'argent pour prétendre être sa femme. Je tournai la tête et regardai le berceau de Matteo. Dans son sommeil, il serrait son poing minuscule. Autrefois, moi aussi, j'avais rêvé comme ça. Je ne savais plus exactement quand j'avais arrêté. Le contrat signé, dans le désespoir. Le lendemain matin, la réalité me frappa de plein fouet avec la brutalité d'une porte de prison qui claque. La boîte de lait infantile était presque vide. Les factures, bien rangées sur le comptoir, formaient une pile menaçante. Ma mère se tenait déjà devant la cuisinière, en peignoir, le visage marqué par une fatigue que seules les mères connaissent. « Tu n'as pas dormi », constata-t-elle sans même me regarder. « Non », avouai-je. « Ton patron, il t'a causé des ennuis ?» J'hésitais, cherchant mes mots. Il m'a proposé quelque chose d'étrange, un contrat. Avant que je puisse en dire plus, Matteo poussa un cri affamé depuis sa chaise haute, réclamant son biberon et mettant fin à la conversation. Cet après-midi-là, pendant sa sieste, je m'assis à la table de la cuisine et j'ai fait mes comptes. Ce qui me fixait en retour, ce n'était pas seulement une série de chiffres rouges, c'était l'impasse. J'étais au bout du rouleau. J'étais prise au piège entre la noyade certaine et un radeau de fortune douteux. Quand j'entrai dans le bureau de Dominique, mon cœur battait à tout rompre, mais mon visage était un masque de détermination. Il ne parut pas surpris de me voir. « J'accepte », dis-je, la voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Son expression ne changea pas, mais je vis ses épaules se détendre imperceptiblement. « Bien, il y a des conditions, des documents. Ah !»« J'ai les miennes aussi », l'interrompis-je, puisant dans une force que j'ignorais posséder. Clause numéro 1, aucune relation physique, jamais. Clause numéro 2, aucune attente au-delà des apparences publiques. Ma vie privée reste privée. Clause numéro 3, Matteo reste avec moi, en permanence. Je ne le laisserai jamais à une nounou que je n'ai pas choisie. Clause numéro 4, personne, absolument personne, ne doit connaître la nature de notre arrangement. Pas même ma mère. Dominique me regarda un long moment, puis hocha lentement la tête. C'est acceptable. La cérémonie civile eut lieu le vendredi suivant, dans le bureau froid d'un juge de paix. Pas de robe blanche, pas de fleurs, pas d'invités. Juste des signatures au bas d'un document légal, et un silence pesant qui en disait long sur la nature de notre union. Immédiatement après, Dominique me remit une enveloppe. À l'intérieur, un chèque dont le montant me fit tourner la tête. C'était plus d'argent que mon père n'en avait gagné dans toute sa vie. « Vous emménagez lundi, dit-il d'un ton neutre. Un chauffeur viendra vous chercher. » Ce week-end-là, en faisant les cartons de notre petite vie, les mains tremblantes, j'avais l'impression de trahir tout ce en quoi mes parents avaient cru. Ma mère m'aidait, silencieuse, son inquiétude palpable dans chacun de ses gestes. Je n'avais pas les mots pour lui expliquer, ou peut-être avais-je simplement trop honte pour essayer. En montant dans la berline noire et luxueuse qui attendait devant notre immeuble délabré, je franchissais une ligne invisible, laissant derrière moi la femme que j'avais cru être pour devenir celle que les circonstances m'obligeaient à être. Une nouvelle réalité, une cage dorée. La propriété des Reyes n'était pas une maison, c'était une déclaration de puissance et de richesse. Derrière un portail monumental en fer forgé, elle se dressait, immense, immaculée et intimidante. En franchissant la porte d'entrée massive, je serrai Matteo plus fort contre moi, terrifié à l'idée qu'il puisse casser quelque chose rien qu'en respirant. Dominique n'était pas là. Sa gouvernante, une femme d'une cinquantaine d'années nommée Elena, nous accueillit avec un sourire poli, mais distant, et nous montra nos appartements. Il s'agissait en réalité d'une aile entière de la maison, comprenant 3 chambres, un salon privé et même une chambre d'enfant déjà parfaitement aménagée, avec des meubles neufs et un mobile délicat suspendu au-dessus du berceau. J'aurais dû me sentir soulagée, chanceuse. Au lieu de cela, je me sentis comme une intruse, une invitée dans une vie méticuleusement mise en scène qui n'était pas la mienne. Les premiers jours prirent un rythme étrange et formel. Je continuais à travailler
à temps partiel, mais depuis une annexe de la maison transformée en bureau. Dominique et moi nous croisions rarement. Cependant, il insistait pour que nous dînions ensemble 2 fois par semaine, dans la grande salle à manger, à la vue du personnel. Ces dîners étaient une pièce de théâtre bien rodée. Il me posait des questions polies sur ma journée. Je souriais en lui racontant une anecdote sur les progrès de Matteo. Nous trinquions à des succès imaginaires. C'était une performance épuisante. Pourtant, des fissures commencèrent à apparaître dans l'armure de froideur de Dominique. Des gestes infimes qui me prenaient au dépourvu. Un jour, en rentrant dans la chambre de Matteo, je trouvai un magnifique fauteuil à bascule en bois clair. Une chose que j'avais mentionnée nonchalamment lors d'un dîner en disant que cela me manquait pour endormir mon fils. Il n'y avait pas de mots, pas de commentaires, juste le fauteuil. Une autre fois, tard le soir, je le surpris dans le couloir, debout dans l'ombre, à m'observer à travers la porte entr'ouverte alors que je chantais une berceuse à Matteo. Quand nos regards se croisèrent, il recula et disparut sans un mot, comme un voleur pris sur le fait. La gentillesse discrète de cet homme était plus déstabilisante que sa froideur initiale. La gentillesse est une chose dangereuse quand on a construit des murs si hauts autour de son cœur. Le soir du gala de la galerie d'art, notre première véritable apparition publique en tant que Monsieur et Madame Reyes marqua un tournant. Il m'avait fait livrer une robe bleu nuit, d'une simplicité et d'une élégance à couper le souffle. « Vous serez magnifique », disait le mot qui l'accompagnait, signé d'un simple « D ». Quand je suis descendue, il m'attendait au bas de l'escalier. Il leva les yeux et pour la première fois, il resta silencieux, le regard fixe. « C'est trop ?» demandai-je, soudain mal à l'aise. « Non », dit-il d'une voix plus basse, presque rauque. « Vous êtes parfaite. » À l'événement, je m'accrochai à son bras, non plus seulement pour les apparences, mais pour trouver un point d'ancrage dans ce tourbillon de sourires faux et de flashs aveuglants. Il jouait son rôle à la perfection. Mais plus tard, sur une terrasse surplombant la ville scintillante, loin de la foule, il laissa tomber le masque. « Vous me rendez humain, Marisol », me dit-il sérieusement. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était différent. Il n'était plus gênant, mais chargé d'une électricité nouvelle. Devant la maison, moteur coupé, il ne bougea pas. « Je n'ai pas toujours été comme ça », dit-il soudain, le regard perdu dans la nuit. Froid, calculateur. La vie a une façon de briser vos croyances, de vous apprendre à ne faire confiance qu'à vous-même. Surprise par ma propre audace, je murmurai. Je croyais que Dylan m'aimait. Il m'avait promis qu'on construirait quelque chose. Puis la vie est arrivée, et il a disparu. Dominique se tourna vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Cet homme est un imbécile. Avant que je puisse répondre, il se pencha et m'embrassa. Ce fut un baiser doux, hésitant, presque timide. Une question posée sans mots, une exploration prudente d'un territoire inconnu. Quand nous nous séparâmes, je tremblai. « Je ne sais pas ce que c'est, » soufflai-je. « Moi non plus, » admit-il. « Mais j'aimerais le découvrir, si vous êtes d'accord. » J'hochai la tête, incapable de parler. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de mon père, je dormis d'un sommeil profond, sans rêver de perte ou d'abandon. La confrontation finale et la libération. L'invitation était arrivée dans une enveloppe ivoire, un gala somptueux pour l'anniversaire d'un de ses partenaires commerciaux. Très formel, très public. Et puis, l'inévitable se produisit. Au milieu des lustres en cristal et des conversations feutrées, je l'ai vu. Dylan. De l'autre côté de la salle, riant, un verre à la main, aussi charmant et insouciant que dans mes pires souvenirs. Le souffle me manqua, et le sol sembla se dérober sous mes pieds. « Il faut partir », murmurai-je à Dominique, m'agrippant à son bras avec la force du désespoir. Il ne posa aucune question. Voyant la panique dans mes yeux, il hocha la tête et nous guida vers la sortie. Mais une voix nous arrêta net. « Marisol !» Je me figeai, le cœur battant à tout rompre. Dylan se tenait là, souriant comme si nous nous étions quittés la veille. « Marié, hein ? Je ne l'avais pas vu venir, dit-il, son regard glissant avec amusement de Dominique à moi. Puis, se penchant vers moi, il baissa la voix pour que seul moi puisse entendre. « Dis-moi, le gamin, il est de moi ?»« Ça suffit,
intervint Dominique, sa voix soudainement glaciale et menaçante. Il posa une main protectrice dans mon dos et nous fit sortir de là. 2 jours plus tard, un message de Dylan s'afficha sur mon téléphone. On doit parler, j'ai le droit de savoir. L'ancienne moi aurait paniqué. Mais je n'étais plus l'ancienne moi. Je l'ai retrouvée dans un café neutre, un lieu public où je me sentais en sécurité. C'était à moi de clore ce chapitre, seul. Tu as l'air bien installé, commença-t-il avec ce sourire narquois que je détestais tant. Je ne suis pas là pour ça, Dylan, dis-je, ma voix étonnamment calme. Dis ce que tu as à dire. Je veux savoir si Matteo est mon fils. Je le regardai droit dans les yeux. Biologiquement, peut-être, mais tu as perdu le droit de te considérer comme son père le jour où tu as jeté cet argent sur le comptoir en me disant que c'était mon problème. Matteo a un père, un homme qui lui lit des histoires, qui veille sur lui quand il est sad malade, qui est présent chaque jour. Un rôle que tu n'as jamais voulu. Tu ne peux pas débarquer 5 ans plus tard par curiosité ou par jalousie et réclamer quoi que ce soit. Son arrogance s'effrita. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de regret dans ses yeux. J'aimerais le rencontrer, dit-il, la voix plus douce. Je réfléchis un instant. La vengeance était tentante, mais la paix l'était encore plus. Non, dis-je fermement. Tu ne le rencontreras pas, mais je t'autoriserai à le voir une fois, de loin, pour que tu puisses voir qu'il est heureux et pour que nous puissions tous les deux, enfin, tourner la page. Je suis partie avant qu'il ne puisse répondre. En rentrant, j'ai trouvé Dominique sur le porche, lisant une histoire à Matteo, qui était blotti sur ses genoux. En me voyant, mon fils a couru dans mes bras. « Tout va bien ?» demanda Dominique, son regard plein d'une inquiétude sincère. J'hochai la tête, des larmes de soulagement me montant aux yeux. « Mieux que bien, c'est fini. » Il écarta une mèche de mon visage, son pouce caressant ma joue. « Tu n'as jamais eu besoin de moi pour te protéger, Marisol. Tu es plus forte que tu ne le penses. »« Je sais, » murmurai-je, « mais c'est bon de savoir que tu aurais essayé. » La vraie proposition, la vraie vie. Le dimanche suivant, Dominique nous emmena dans le vignoble qui avait appartenu à son grand-père, un lieu paisible baigné de soleil. Ma mère était là aussi. Après des semaines de méfiance, elle commençait à s'adoucir, touchée malgré elle, par la douceur et la patience dont Dominique faisait preuve avec Matteo. C'était une journée simple, presque ordinaire, et c'est ce qui la rendait si précieuse. Après le déjeuner, alors que Matteo poursuivait des papillons dans l'herbe, Dominique se leva. Le sérieux soudain sur son visage me fit retenir mon souffle. Il se tourna d'abord vers ma mère. « Señora Rosa, je voulais vous remercier d'avoir élevé une fille si forte, si résiliente et assez sage pour pardonner à un homme ses erreurs. » Ma mère, surprise, haussa un sourcil mais ne dit rien, ce qui, de sa part, était un compliment. Puis, il se tourna vers moi et son regard s'adoucit. « Marisol, j'ai abordé notre relation comme un contrat, une transaction. Je croyais que c'était tout ce dont j'étais capable. Mais tu m'as prouvé que j'avais tort. Toi et Matteo, vous m'avez appris ce que signifie réellement la famille. Vous m'avez rendu une part de moi que je croyais perdue à jamais. » Il sortit de sa poche une petite boîte en velours noir. Mon cœur s'arrêta. « Je ne veux plus d'un contrat de 2 ans, Marisol. Je ne veux plus d'une illusion pour les investisseurs. Je veux la réalité. Je veux les matins pressés, les couches à changer, les jours de maladie et les vacances en famille. Je veux tout. Je veux que ce soit nous, pour de vrai. Aussi longtemps que tu voudras de moi. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une bague scintillait, simple et magnifique. Ce n'était pas un bijou ostentatoire, mais une promesse. Le monde autour de moi se brouilla. Les larmes que je retenais depuis si longtemps coulèrent au temps fin, mais c'était des larmes de joie. « Oui » fut la seule chose que je pus dire, ma voix brisée par l'émotion. « Oui. » Il me passa la bague au doigt, et ce geste n'avait rien à voir avec celui d'un homme qui scelle un accord. C'était celui d'un homme qui a enfin trouvé son foyer. Épilogue. L'automne arriva, parant le vignoble de couleurs chaudes et dorées. Nos vies trouvèrent leur propre rythme, une mélodie douce faite de matins calmes, de bols de céréales partagés et de la recherche éternelle de la 2e chaussette de Matteo.
Un soir, alors que le soleil se couchait et que nous regardions notre fils courir dans le jardin, Dominique passa son bras autour de ma taille et me serra contre lui. Es-tu heureuse, Marisol? Je ne répondis pas tout de suite. Je regardais Mathéo, dont le rire pur résonnait dans l'air du soir. Je regardais ma mère, assise sur le porche, un sourire serein aux lèvres. Je regardais l'homme à côté de moi, qui m'avait d'abord offert un contrat pour sauver son image et qui m'avait finalement donné tout son cœur. Oui, dis-je enfin, une certitude profonde et tranquille habitant ma voix. Non pas parce que tout était facile, ni parce que le passé avait été effacé, mais parce que j'y avais survécu. Ce n'était pas la vie que j'avais rêvée à 19 ans, mais c'était infiniment mieux. C'était la vie que j'avais choisie, que nous avions construite ensemble. Et dans les décombres de ce qui m'avait brisé, j'avais bâti quelque chose d'entier, de solide et de vrai. Une famille, un avenir, une paix que je ne me croyais pas digne de recevoir, mais que je m'autorisais enfin, pleinement, à garder.